une des difficultés que l'on rencontre là, c'est que le U, il n'est pas assez bien fichu. Il n'est pas assez intégrable. Il peut être trop grand. Et le fait qu'il soit trop grand entraîne aussi qu'il n'a pas d'énergie cinétique, enfin, qu'il n'a pas de norme L2 du gradient fini. Bah donc, ce qu'on va faire, c'est le remplacer. C'est le remplacer par un phi de U qui, lui, sera borné. Donc, phi va être une fonction qui sera une fonction C infini de R dans R, que je supposerai toujours au moins borné. On va voir ce dont on aura besoin en plus. Donc, je réécris déjà formellement l'équation. Bien. Alors, si je fais ça, vous voyez que lorsque je dérive une seule fois phi, j'ai phi' de u fois l'équation, ça vaut 0. En revanche, lorsque je fais ceci, je récupère un terme supplémentaire qui vient du Laplacien et qui me donne un phi seconde, un plus phi seconde de u gradient u carré égale à 0. Alors, si vous en avez envie, vous pouvez réécrire ça comme un problème pour l'inconnu phi de u. Je ne le recommande pas parce que sinon on s'y perd. Mais fondamentalement, si vous écrivez ceci, qu'est-ce que vous êtes en train de gérer? Vous êtes en train de regarder une équation différente qui est 1 demi moins 1 demi Laplacien V moins B gradient V plus, vous écrivez ici un gradient V carré. Donc un gradient V carré, ça vous fait sortir un phi prime carré. Et ici, ce que vous avez, c'est un phi seconde divisé par phi prime carré. Au point U, que vous pouvez écrire phi moins 1 de V. Alors ça, je ne recommande pas parce que c'est une équation qui est abominable. La seule chose que je vous fais observer, c'est que c'est une équation non linéaire. C'est-à-dire qu'on a pris une équation linéaire et qu'en fait, ce qu'on introduit, c'est une formulation non linéaire de l'équation linéaire. Et que c'est ça qui va nous aider. Cela va nous aider parce que l'on va pouvoir maintenant obtenir des informations sur cet objet. Et pour ce faire, il me faut faire quelques rappels. Alors, comment je vais organiser ça? Oui. Alors donc, ça c'est l'idée, c'est d'introduire ceci. Je le fais doucement parce que c'est un peu plus compliqué. On pourrait écrire une équation non linéaire, on ne va pas le faire. Et il faut quand même néanmoins comprendre pourquoi ceci a une chance d'être vrai. C'est-à-dire cette équation a une chance, pas d'être vraie, pardonnez-moi, d'avoir un sens. Alors on voit qu'il va nous falloir des informations supplémentaires. Il va nous falloir que, par exemple, gradient de phi de u soit dans L2. Donc le phi de u, il va être borné automatiquement puisque le phi est borné, mais il va falloir que le gradient phi de u soit borné, et donc si j'ai cette information, bien tout ce que j'ai, la manière dont je comprenais cette équation-là, il y a le terme en plus, cette manière-là, il n'y a pas de souci.
Donc là, j'ai plus de souci à me faire sur le terme B gradient phi de U, avec les mêmes hypothèses que précédemment. Alors, si je sais que ceci, que gradient phi de U est dans L2, j'ai peut-être un espoir que le dernier terme soit de carré intégrable, puisque je vous ai réécrit ça, phi seconde sur phi prime carré, gradient V carré. Alors, dans un instant, il va falloir que je choisisse des phi. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire gradient E est dans L2, gradient phi de U est dans L2? Ça veut dire que vous attendez à ce que l'intégrale de gradient U carré fois phi prime de U, éventuellement au carré, soit finie. Mais lorsque vous prenez un phi quelconque, le phi prime de U, essentiellement, vous pouvez le penser qu'il évaut à peu près n'importe quoi, en particulier 1. Et donc, en tout cas, lorsque les U sont bornés, parce que c'est le fait que phi soit borné, si phi est borné, vous attendez à ce que, disons, phi converge vers une constante à l'infini, et donc le phi prime, il aura tendance à aller vers 0 à l'infini. Vous êtes en train de tronquer les grandes valeurs de U. Donc, les informations là-dedans auxquelles on peut s'attendre, si je rajoute que phi est borné et que phi prime est, par exemple, un support compact, un support borné, c'est la même chose. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi, si vous voulez que ça ressemble le plus possible à U, et un exemple, c'est de prendre une fonction qui vaut l'identité, donc vous ne touchez pas à U, et puis ensuite, vous l'arrondissez, puis vous la rendez plate. Et donc phi prime, il s'annule pour les U grands. Et intuitivement, si vous repoussez la taille de la zone qui est ici, sur laquelle vous avez l'identité, si vous connaissez tous les phi de U là, vous connaissez tout U. Et donc, si phi prime est un support borné, l'information, entre guillemets, énergétique dont vous avez besoin, c'est de dire que vous voulez que gradient U en norme, que gradient U fois la fonction indicatrice de U plus petit que R soit de carré intégrable, quel que soit R fini. À ce moment-là, si vous prenez des phi bornés avec phi prime à support borné, phi seconde est aussi à support borné, et donc le dernier terme, vous savez qu'il est intégrable. Je ne suis pas sûr que j'explique ça de la meilleure possible. Ce que j'essaie, c'est de faire émerger la notion, et l'idée est transformée en notion. La notion de solution, il faudra encore rajouter un petit quelque chose, ça ne suffit pas tout à fait, mais ça, j'introduirai ça après. La notion de solution, on rajoutera une condition pour avoir l'existence et l'unicité dans L1 ou dans LP. Je ne sais plus ce que... Ouais. La notion de solution, où en étais-je? C'est ça, phi borné, c'est de dire que je veux que c'est cette équation. C'est de dire je prends un U qui est continu en temps à valeur dans LP, qui vérifie cette équation-là, quel que soit phi borné, phi prime à support borné, et je rajoute le phi de U dans l'infini, je n'ai pas besoin de le mettre dans la notion, c'est automatique, phi est borné. Et je rajoute le fait que gradient U est de carré intégrable, en tout cas lorsque U reste borné. J'efface le petit crowbar qui vous montre un peu comment on choisit les phi, mais je peux les prendre tous les phi comme ça, ou je peux prendre juste une famille comme ceci, ça ne change rien. Donc vous voyez, ça c'était comme dans le cas L infini, ça remplace l'énergie finie, gradient U dans L2, et ça suffit pour avoir une formulation. Alors ça ne suffit pas encore tout à fait. Alors, une observation, c'est que si on est dans LP, on a mieux que ça. Et si on est que cette information, en tout cas formellement, et si on est dans L1, on a mieux que ça.
mais très légèrement mieux. Mais déjà, il faut comprendre pourquoi on a ça. Après tout, ça n'a rien d'évident d'avoir une estimation comme ceci pour ce problème-là. C'est que c'est bien gentil d'avoir une notion, mais il faut comprendre pourquoi il y a une estimation a priori qui correspond à cette information-là. Alors déjà, commençons par des estimations a priori, par le cas dans LP. Avec un P plus grand que 1. Alors ça, d'une certaine manière, on l'a déjà vu, parce qu'on a déjà démontré des inégalités. C'était comme le cas P égale à 2, d sur dt de l'intégrale de u puissance P, plus nu fois l'intégrale de gradient u carré u puissance P moins 2, est majoré par C0 fois l'intégrale de u puissance P. Stricto sensu, je ne vous ai fait les démonstrations sous les mêmes hypothèses que dans le cas à l'infini. Je n'ai fait ces démonstrations. C'est comme ça que j'obtiens la majoration exponentielle dans LP. Et en fait, je rappelle que de l'ellipticité, on garde ce morceau-là. Ce morceau-là, d'où vient-il? Bon, il est partiellement mangé par le B gradient U. Il vient de la multiplication dans l'équation par module de U à la puissance P-2 fois U. Donc c'est U à la puissance P-1, la puissance signée. Et lorsque vous faites l'intégrale de moins Laplacien U fois ce terme-là, que vous intégrez par partie, ce que vous récupérez, c'est un P-1, l'intégrale de gradient U carré, par intégration par partie, U à la puissance P-2. Parce que par intégration par partie, vous faites taper un gradient sur la puissance P-1 signée, ça devient la valeur absolue à la puissance P-2, et puis évidemment P-1 qui sort. Donc voilà pourquoi effectivement, alors il y a les termes en B, la partie à divergence minorée, on la met là-dedans, la partie un peu plus singulière, on la travaille avec les estimations de Sobolev, etc., etc. Donc ça, on a déjà démontré ceci. Et donc on voit que dans la notion, si P est plus grand que 1, on a mieux. Parce que non seulement on a cette information-là, mais en fait, l'information dont on dispose, c'est que l'intégrale de gradient U carré, U, valeur absolue de U à la puissance P-2, est finie. Une autre manière de dire les choses, c'est de dire que U à la puissance P plus 1 sur 2 est dans L2 en temps la valeur dans H1 en X. Comment je fais ça? Vous prenez la racine carrée de ça, vous le mettez à l'intérieur du gradient, et gradient U fois U à la puissance P sur 2 moins 1. P sur 2 moins 1, c'est UP sur 2, je m'étais trompé dans le calcul, qui est dans L2 en temps la valeur dans H. Bien. Alors ça a parfaitement un sens, mais là, je vous ai escroqué. Bon, pas trop compliqué, donc c'est passé, vu l'heure et déjà l'amoncellement de notions introduites ce matin, ça passe. Mais je vous ai escroqué parce que c'est bien gentil de dire un truc comme ça, mais ça n'a aucun sens. U est donc quoi pour qu'on puisse parler de son gradient? Alors, U est donc quoi? Bonne question. Alors donc, ça c'est une remarque technique. Plein de gens ont fait ça à la suite des solutions renormalisées. En fait, il se trouve que quand, avec Deperna, on avait introduit ces solutions renormalisées pour Boltzmann, ensuite pour les équations de transport, on avait regardé un truc qu'on avait appelé, c'était un faux Fokker-Planck-Boltzmann, mais il fallait qu'on se tape un Laplacien, et un Laplacien avec des termes horribles. Et donc, on devait faire exactement ce jeu-là. Et déjà, on avait introduit un certain nombre des idées qui ont été ensuite reprises par de nombreux auteurs pour des équations paraboliques d'un type un peu différent, mais dans L1. Je pense à François Murat, Lucio Boccardo et énormément d'autres auteurs. Mais c'est toujours les mêmes idées, c'est de dire, donc là j'arrête pour P plus grand que 1,
c'est de dire que d'introduire le fait que on va par exemple appeler TR la troncature. Alors c'est quoi? C'est U1R max moins R. Donc en d'autres termes, c'est pas très régulier, hein, je préfère avoir des trucs c'est infini, mais c'est cette fonction qui effectivement est l'identité de moins R à plus R. Et ensuite a été tronquée. Alors donc, c'est de dire que ça, c'est dans L2 de H1. Et donc, formellement, on a un objet intrinsèque qu'on appelle gradient U, qui est défini presque partout, tel que gradient TR de U, c'est gradient U fois cette fonction indicatrice. Bon, donc ça, ce sont des arguments un petit peu déplaisants, mais alors, effectivement, si vous prenez TK rond TR, vous voyez que la troncature de la troncature, c'est, si je prends un K plus petit, ben, ça fait TK. Ça doit faire toujours TK R, non? Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ces troncatures sont consistantes quand R croît. En effet, si vous prenez un K qui est plus grand que R, donc vous savez que TK de U est dans H1. Et vous savez que TR de U, c'est TR de TK de U. Parce que vous avez d'abord tronqué à un niveau K et puis vous recoupez plus bas. C'est comme si vous aviez coupé directement plus bas. Et donc ça vous dit que le gradient dont vous savez qu'il existe, c'est aussi le gradient d'une fonction composée. Donc le gradient TR de U, c'est la fonction indicatrice de TK de U inférieur ou égal à R fois le gradient TK de U. Donc vous voyez que ce phénomène de troncature vous assure que les gradients sont compatibles et sont toujours de prendre le gradient du truc le plus gros et de le multiplier par la dérivée de la fonction que vous avez fait appliquer. Donc, c'est pour ça que ce que vous avez envie de dire, c'est que tout ça, c'est un certain objet gradient U qui est fois la fonction indicatrice de U inférieure à R. Et en fait, ça, vous pouvez l'obtenir à partir de ceci. À partir de ceci, vous pouvez effectivement construire un objet qui est défini presque partout, qui n'est pas dans aucun espace d'intégrabilité, qui est dans L0, que vous appelez gradient U, et gradient de TR de U, c'est bien gradient U, fonction indicatrice. Donc je vais continuer à l'écrire comme ceci, mais pensez toujours qu'en fait c'est le gradient d'une certaine fonction de U dont on parle. Donc ici, pensez, c'est gradient de TR de U. Et quoi? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Et donc là, il y a quand même une petite difficulté, c'est que là, je n'ai parlé que des troncatures, mais quid de phi de U? Alors, si vous êtes passé par l'identification d'une fonction comme ceci, bien, le gradient de phi de U, c'est phi prime de U fois gradient U. Et il n'y a pas de souci, parce que phi prime est défini. Gradient U est un objet qui existe presque partout
sans aucune intégrabilité. Mais donc je sais que lorsque je le restreins à des ensembles de niveau de U, il est de carré intégrable. Phi', il vaut 0 en dehors et il est borné, et il vaut 0 en dehors d'un intervalle. Donc on est bien dans ce cas de figure. Donc ça entraîne, et ce n'est vraiment pas compliqué, que gradient phi de U est de carré intégrable. Bon, alors c'est un peu déplaisant ce genre de choses, tout simplement parce que phi de U, si vous avez coupé phi suffisamment loin, phi de U est égal à phi de TR de U pour un R très grand. Parce que phi' à support compact, ça veut dire que si phi' vaut 0 pour U supérieur à grand R. Ouais, non, ça c'est pas aussi simple que ça. Là, je vais trop vite. Effectivement, donc, on fait un dessin. Ça sera plus clair comme ceci. Phi. Comment faire le dessin? J'ai un peu de mal à faire ce dessin-là. Je vais tracer le diagramme de phi. Aucune nécessité qu'il soit constant. Et donc, de U, vous ne voyez que les valeurs qui sont comprises dans cet intervalle. Puisqu'après, phi est constant. Et donc, a priori, si vous prenez un R suffisamment grand, bien phi voit les mêmes valeurs de U et de TR de U. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'effectivement, lorsque on sait que les TR de U sont de carré intégrable, sont dans H1, à ce moment-là, vous pouvez parler de gradient de phi de U, il n'y a pas de souci. Et que c'est plus simple de représenter, plutôt que de toujours faire ce cirque de composition, de troncature, c'est plus simple de dire que le gradient phi de U, c'est vraiment phi' de U fois gradient U. Et ça peut se justifier en travaillant un peu sur qu'est-ce que c'est cet objet qui n'est pas de carré intégrable. Donc tout ceci existe dans la littérature, mais pensez tout simplement que lorsque je prends des troncatures comme ceci, il n'y a pas de souci. Alors, dans le cas où P est plus grand que 1, il n'y a aucun souci à se faire parce qu'on a un vrai objet, U à une certaine puissance et dans H1. Donc ça permet de faire toutes les manipulations qu'on a l'habitude de faire dans les espaces de Sobolev. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez que non seulement on sait que le gradient est de carré intégrable là où U est borné, mais on sait que si on le multiplie lorsque P, en tout cas, est entre 1 et 2, on est en train de tuer les grandes valeurs. En effet, si P tend vers 1 ici, si P tend vers 1, le P-2, dès que P est en dessous de 2, cette puissance est négative, et donc lorsque U devient grand, vous étouffez les valeurs du gradient. Donc c'est une manière de tuer les grandes valeurs de U, mais une manière moins radicale que par la troncature. Donc quoi qu'il en soit, pour P plus grand que 2, on a une estimation qui, bien entendu, entraîne cette estimation-là. On l'a déjà démontré, donc où en suis-je? Je suis en train de dire que là, on a obtenu une notion qui, en tout cas, dans le cas P plus grand que 1, est raisonnable, puisque l'information essentielle nouvelle est entièrement contenue dans une estimation qu'on a déjà démontrée. Bien. Reste le cas P égale à 1. Parce que le cas P égale à 1, vous ne pouvez pas multiplier par UP-2. Parce que UP-2, si P égale à 1, c'est 1 sur U, et ça, c'est pas terrible. Parce que ce n'est pas intégrable. Et donc, il y a des logs qui flottent, etc. Et fondamentalement, c'est lié au fait que lorsque vous êtes dans L1 et que U est positif, lorsque vous prenez la norme L1, D sur dt de la norme L1, oubliez le B, là, vous avez 0, vous ne voyez pas le Laplacien. Donc, c'est trop linéaire. La norme L1, pour les fonctions positives, c'est l'intégrale de 0, c'est simplement l'intégrale. C'est linéaire et on a besoin d'un peu de convexité pour sortir cette information. Alors, que va-t-on faire? Ce qu'on va faire, c'est on va
multiplié par une troncature. Donc je vais multiplier, cette fois j'ai le droit de le faire, par TR de U. Donc je vais le faire avec un B simple. Vous allez comprendre. Donc d sur dt, l'intégrale de U, et je multiplie par TR de U. Le terme d'après, c'est 1 demi de l'intégrale. C'est 1 demi de l'intégrale de gradient U carré, fonction indicatrice de U plus petit que R. J'obtiens une estimation, je cherche à obtenir une estimation a priori. En d'autres termes, ce que vous récupérez ici, ce n'est rien d'autre que gradient de TR de U au carré. C'est tout simplement parce que c'est une projection sur les gradients. Gradient TR de U, c'est la fonction indicatrice de U inférieure à R, gradient U. Donc que vous ayez 1 ou 1 au carré, c'est pareil. Bien. Moins intégrale de B de U, gradient U, TR de U. Bien. Alors évidemment, maintenant, ce que l'on veut écrire, c'est prendre la primitive de TR de U. Donc je vais baptiser SR de U, qui est l'intégrale de 0 à U de TR. De sorte que la morale de l'histoire, et après il faut identifier ce que c'est ce SR, on va le calculer, c'est que ce que l'on obtient, c'est, je vais l'écrire, non, ça je veux le garder, ce que j'obtiens, c'est que d sur dt de l'intégrale de SR de U plus 1 demi de l'intégrale de gradient de TR de U est égal à quoi? Non, pardon. Moins l'intégrale de B gradient SR de U égale à 0. Bien. Continuons. Alors, c'est quoi ce SR? Donc, je vous rappelle que TR de U, est impair et que c'est la fonction qui vaut l'identité de moins R à plus R et tronquée à plus R du côté positif et moins R du côté négatif. Donc c'est impair, donc SR de U est pair. Donc c'est SR de la valeur absolue de U. Donc je peux mettre ici la valeur absolue de U. Si U est plus petit que R, ça fait quoi? Ça fait U2 sur 2, puisque j'intègre de 0 à U la fonction identité. Si U est plus grand que R, j'intègre de 0 à R avec l'identité, ça me fait R2 sur 2. Ensuite, j'intègre la constante R entre R et U. Donc ça me fait plus R, U moins R. Et donc, mon SR de U vaut U2 sur 2, si U est plus petit que R. Et R module de U moins R2 sur 2, si U est plus grand que R. Bon, un calcul bien connu, bien classique, totalement élémentaire, mais je ne voulais pas le faire de tête, étant trop fatigué pour
Bien. La moralité, c'est quoi? Commençons avec le cas où formellement la divergence est minorée. Donc le terme en moins intégrale de B gradient SR de U, je l'intègre par partie, ça me fait plus divergence B, je le jette de l'autre côté, et je récupère donc D sur dt de l'intégrale de SR de U plus 1 demi de l'intégrale de gradient TR de U au carré, se majore par C0 fois l'intégrale de SR de U. Donc ça, c'est si divergence B est minorée. Si on veut se servir d'estimations plus fines sur les B, du style B dans LD, etc., vous avez compris ce qu'il faut faire, c'est qu'on va se servir, ça ressemble à les troncatures, il va falloir jongler entre Sobolev là et le B là-dessus, et ça va être du même tonneau. Ça, c'est vraiment pas le point le plus crucial. Mais on va faire marcher ça sous les mêmes hypothèses. Donc là, je mets ça sous le tapis pour qu'on voit bien les estimations. Et donc, la moralité, c'est quoi? C'est qu'on va savoir que l'intégrale de SR de U est majorée par E puissance C0t fois l'intégrale de SR de U0. Et également que la double intégrale de gradient TR de U est majorée par la même expression. Enfin, des chouilles après. Je vais mettre ici fois C fois l'intégrale de SR de U0. Il y a éventuellement un T qui flotte en plus. Et je n'ai pas envie de perdre du temps sur la majoration précise. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors, première information, c'est que SR de U0, brutalement, on peut majorer ça par R fois U0, par R fois U. Pourquoi? Parce que si U est plus petit que R, je prends un U qui est là et c'est plus petit que R, et si U est plus grand que R, c'est RU moins quelque chose. Et donc, ce que j'ai là se majore par E puissance CR0t fois l'intégrale de U0, donc ça se majore par du R. Donc déjà, j'ai obtenu une information un peu plus précise. C'est que cette intégrale-là, non seulement elle est finie, mais l'intégrale, j'écris les choses comme ceci, de gradient U carré de 1 inférieur à R, ceci se majore par C fois R. Quand R tend vers l'infini, on n'a pas d'estimation L2 du gradient parce qu'on est en dessous de L2, on n'a pas la régularité. Donc on a une estimation de gradient dans L2 sur des troncatures, et ces troncatures, et ça dégénère quand on relâche, et ça s'aggrave quand on relâche la troncature. C'est naturel. Et vous voyez d'ailleurs que ceci se comporte comme vraiment R fois la norme de l'intégrale de U0. Donc la taille caractéristique de cet objet, c'est non seulement une majoration en C fois R, mais c'est vraiment de l'ordre de R. D'ailleurs, ça se démontre en regardant la solution fondamentale, hein, parce que cette estimation-là, on l'a démontrée dans L1, mais on aurait une donnée initiale qui a une mesure positive, qui est un delta, c'est pareil. Il n'y a que la masse qui intervient. Donc c'est quand même aussi une estimation sur la solution fondamentale hein, qu'on est en train d'obtenir. Bien. Alors ça ne suffit pas. En revanche, il va falloir faire quelque chose. En plus, donc je vous le dis, mais ce sera bien de voir un peu plus loin pourquoi on a besoin d'informations comme ceci.
Ouais. Ouais, je sais pas, je peux le démontrer directement à partir de ça. Ouais. Je vous le fais comme ça ou pas? J'hésite. Ouais, non, je le referai tranquillement parce que là, ça serait vraiment sorti comme un. On peut le faire directement, mais. Donc, à voir plus tard, c'est que cette information ne suffirait pas. En fait, on aura besoin, et j'explique pour l'unicité, on aura besoin d'une information supplémentaire, de l'information que si je prends l'intégrale de gradient U carré, et si je tronque à R, mais que je tronque aussi par-dessous à R sur 2, donc je prends une couronne, et que je divise par R, bah, l'estimation qui est là me dit que si je divise par R, c'est majoré. Mais si je tronque par R sur 2, en fait, on aura besoin de dire et de savoir que ça, quand R tend vers l'infini, tend vers 0. Et ça, c'est vrai parce que U0 est dans L1. Si vous prenez une masse de Dirac, si vous prenez les gaussiennes, la solution fondamentale, ceci n'est pas vrai. Donc, le fait que ce soit dans L1 va nous fournir un tout petit peu plus, et ce tout petit peu plus va faire basculer pour l'unicité, comme on le verra plus tard. Bien. OK. Donc ça, on le reverra. Oui, ça c'est vous prenez la solution fondamentale de l'équation de la chaleur. Donc, vous la connaissez explicitement, et puissance moins x2 sur 2t divisé par racine de 2πt à la puissance d sur 2. Et donc, bref, ce bazar-là. Vous calculez le gradient U carré, vous coupez, vous regardez la couronne sphérique, la calotte sphérique qui correspond aux zones où U est coupé, puis vous faites ce calcul-là. Bon courage. Mais en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, ça tend vers une constante. Donc, en revanche, dès que vous diffusez un tout petit peu à travers une condition initiale qui est dans L1, on va avoir ça. Alors ça va jouer un rôle absolument crucial dans l'unicité. Donc ça, c'est un point qui est un peu malheureux parce que si j'avais l'unicité sans ça, ça voudrait dire qu'on sait d'une certaine manière maîtriser une unique solution fondamentale pour des champs de vecteurs aussi irréguliers. Mais ça, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Donc, je ne suis pas sûr d'y croire. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est ultra technique. Il me reste 2 minutes et je ne vais pas tirer cette estimation. Que vais-je faire la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste vérifié, grâce aux identités d'énergie qu'on a déjà démontrées, que cette notion non linéaire cette formulation non linéaire de l'équation linéaire de départ a un sens, c'est-à-dire que ce genre d'information est effectivement obtenable en toute généralité pour des B très irréguliers. Il me reste à démontrer quoi? Il me reste à démontrer que le problème est bien posé, c'est-à-dire qu'avec cette notion-là, j'ai existence et unicité. L'existence, ce n'est pas le plus compliqué parce que j'ai déjà indiqué qu'on avait un prolongement par continuité. Donc, il va falloir dire que lorsque je régularise une condition initiale dans LP en L infini, c'est-à-dire je la tronque, je relâche la troncature, qu'est-ce qui se passe? Dans L infini, je fais ces manipulations-là et puis je vais passer à la limite. Donc ça ne va pas être la partie la plus compliquée. La partie qui va être, ça sera donc la partie existence. La partie unicité, c'est de dire, il va falloir maintenant, les seules informations que l'on a sont là-dessus, et les estimations d'énergie qu'on a envie de montrer, elles sont là-bas. Donc il va falloir faire des tonnes de troncature, les relâcher dans le bon ordre pour bien démontrer l'unicité. Alors ça, c'est des jeux qui ont été faits, j'ai cité un certain nombre d'auteurs, qui ont été faits effectivement
dans des situations qui ne mettent pas en jeu des champs de vecteurs aussi irréguliers que ça. C'est ce qu'on avait en fait avec Randy Perna il y a très longtemps. Et donc, je vais le refaire, vous expliquer les grandes lignes, mais étant entendu que c'est technique, mais ce n'est pas fondamentalement nouveau. Enfin, ça va quand même m'occuper un bon moment la semaine prochaine. Et ça permettra effectivement de justifier totalement le fait qu'on a, sous les mêmes hypothèses que dans le cas L infini, une unique solution qui est continue en temps à valeur dans ALP, solution en ce sens-là, avec les informations supplémentaires d'énergie qui sont là, et dans le cas P égale à 1, il faudra rajouter cette petite information qui est ici. Donc, semaine prochaine, on conclut l'aspect LP pour des Laplaciens plus B, et normalement, j'aurai le temps de rentrer dans des équations plus générales, avec des coefficients qui dépendent de x, et je commencerai dans le cas sous forme divergence, pour bien qu'on sépare les difficultés. Voilà, donc j'en ai encore pour 2 séances. Au début, je me disais, ouais, en 3 séances, je vais leur dire tout ce que je sais. Et puis, comme toujours, quand je fais des cours, je m'aperçois que ça va m'en prendre au moins 6, c'est-à-dire les 2 tiers du cours. Que donc, j'avais 3 ou 4 sujets dont je voulais vous parler. Si j'en fais 2, ça sera bien. Je ne suis même pas sûr qu'à la fin, je ne ferai pas les 9 séances sur le premier sujet. Non, il faut que j'ai promis à des tas de gens de parler un peu de diffusion croisée. Donc, je ferai au moins en janvier 2 séances sur les diffusions croisées et les systèmes paraboliques associés. Sur ce, merci de votre présence et on se retrouve la semaine prochaine.